Bonjour tout le monde, bienvenue à notre Learn-Up. On va attendre quelques minutes pour permettre aux gens qui se sont inscrits de se connecter. On va commencer dans quelques minutes. Merci. Encore quelques petites minutes, puis on commence dans quelques minutes. Merci. Merci pour votre patience. Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue. Je suis très contente de vous avoir avec nous. Mon nom, c'est Joanne Dorsey, je suis la directrice des communications chez Origine. Aujourd'hui, on poursuit la session de printemps de notre série de webinaires Learn Up, une série qui se déroule sur 4 semaines tous les mercredis. Avant de commencer, j'aimerais juste voir avec vous quelques consignes pour assurer le bon déroulement de notre formation. Donc, mettre votre micro sur sourdine durant la formation si vous ne prenez pas la parole durant la période des questions. Utilisez la fonction chat pour poser vos questions tout au long de notre atelier Learn Up. On veut engager avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire tout au long de la rencontre. Gardez vos caméras ouvertes le plus dans la mesure du possible. On aime bien voir vos visages lorsqu'on engage avec vous. Et pour finir, notez que la session d'aujourd'hui sera enregistrée. On vous envoie l'enregistrement et tout autre support un peu plus tard dans la journée. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation, Origine est une organisation à but non lucratif qui est dédiée au développement et
au développement économique des personnes afrodescendantes pour renforcer notre rôle dans notre rôle économique, financier et social en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition et de distribution de richesses. Alors, par chez nous, on aime tout ce qui est le generational wealth. On veut aussi encourager les gens de nos communautés et nos alliés à investir dans notre santé économique en achetant et en consommant chez des entrepreneurs afrodescendants grâce au mouvement Buy Black. Donc, tout ce qui est Black-owned ici, on aime beaucoup. Pour y arriver, on a mis en place un écosystème, l'écosystème UP, qui est une gamme d'initiatives comme des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé, des applications mobiles et bien sûr des webinaires comme on a aujourd'hui. Donc, les LearnUp est un programme de formation en ligne qui a été créé pour aider nos entrepreneurs noirs à approfondir leur capacité vers la transformation numérique de leur entreprise. Avec cette initiative, notre objectif, c'est de fournir une formation spécialisée qui est offerte par des professionnels et des experts noirs pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, du marketing social, de la publicité numérique et à l'intérieur comme à l'extérieur de notre écosystème. Puis, sans plus tarder, je vous présente notre expert pour notre session d'aujourd'hui, Thierry Lorfis, consultant marketing. Thierry? Merci beaucoup, Joanne. Donc là, je vais partager mon écran à l'instant. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je raconte une petite histoire. Donc, avant justement d'être expert en marketing pour e-commerce, ben ça, on va revenir au début. Donc, tout a commencé justement en mars 2020. Pour mettre en contexte, à l'époque, on ne savait pas, mais que la COVID s'apprêtait à changer complètement notre mode de vie. Les gens se battaient pour du papier toilette dans les épiceries. Et moi, à l'époque, en fait, je travaillais comme directeur marketing dans une PME où déjà, je n'étais pas pleinement épanoui ni payé à ma juste valeur. Et donc, à 23 ans, ben, je ne savais pas du tout négocier mon salaire, contrairement à Claude Poirier, le négociateur. Et là, en mars 2020, donc là, c'est fin du mois, je reçois un message qui me dit, OK, t'es dehors, cessation d'emploi. Et franchement, ça faisait un peu mon affaire parce que déjà, je gérais le marketing de 4 filiales pour le salaire d'une personne. J'avais déjà reçu quand même plusieurs offres un peu plus payantes grâce au contenu que je crée sur LinkedIn, sans compter qu'à un certain point, ben, je savais au fond de moi que je valais beaucoup plus que le salaire que je prenais. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est de rédiger des articles de blog sur LinkedIn. J'ai partagé mon expertise justement sur le réseau. Et au fur et à mesure, autant je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour des clients, mais j'ai gagné une compétence qui est importante, la rédaction SEO. Et je m'étais dit vraiment, la meilleure façon d'augmenter ma valeur, c'est justement en bâtissant ma marque personnelle. Mais avant de continuer, laissez-moi me présenter. Mon nom, c'est Thierry Lorfis, donc je suis consultant en marketing pour e-commerce chez Lorfis Marketing. J'ai un DSS en commerce électronique ainsi qu'un bac en marketing. En plus, je suis formateur en email marketing chez La Cuisine. Donc, autant vous dire, ça fait quand même quelques années que je baigne dans ce monde-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer en 60 minutes pourquoi le SEO est loin d'être mort et que c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. Le plan de cours, il va aller comme suit. On va définir qu'est-ce que le SEO, pourquoi il est important de le travailler en 2023, comment réaliser votre recherche de mots-clés, optimiser votre référencement local avec Google Business Profile, renseigner les métadonnées de votre site web, améliorer votre site. On va parler de l'importance de bloguer, ainsi que comment vous pouvez intégrer le SEO dans vos autres canaux d'acquisition. Donc, à la fin du workshop, ce que vous devrez pouvoir faire, c'est avoir une compréhension de ce que c'est justement le SEO, le référencement naturel, savoir où commencer pour améliorer le SEO de votre entreprise et surtout utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite et gagner du temps. Donc, le workshop, comment il a été bâti, c'est qu'il y a une partie un peu plus théorique et il y a une partie, on va dire, un peu plus pratique où je vais faire des exemples avec ChatGPT. Donc, tous les prompts que j'ai montés pour vous tout au long du cours ont été faits sur le modèle 3.5, donc le modèle gratuit. Donc, si, admettons, aujourd'hui, vous me dites, OK, vous ne voulez pas investir dans la version payante de ChatGPT, il n'y a aucun problème. Tout ce que je vais vous montrer peut être fait sur la version gratuite. Et l'idée, c'est que vous puissiez commencer à faire du SEO sans devoir payer une agence marketing ou un freelance des centaines de dollars. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça reste qu'il y a plein de choses, plein d'éléments que vous pouvez faire sans devoir dépendre d'un marketeur. Donc, commençons par définir le SEO.
Quand on parle de SEO, en fait, ça désigne l'ensemble des actions qui permettent d'optimiser un site afin d'améliorer son classement dans les résultats de moteurs de recherche. Parce qu'il faut quand même comprendre que Google utilise des centaines de facteurs pour présenter les sites dans les résultats. On parle quand même de plus de 200 facteurs en règle générale. Donc, quels sont les principaux facteurs à considérer? Je ne vais pas passer à travers les 200 facteurs, sinon ce serait excessivement long. Déjà, c'est quoi le contenu qu'on trouve sur votre site? Est-ce que les pages sont bien renseignées? Est-ce que ça explique clairement votre proposition de valeur? Est-ce que vous mettez régulièrement du contenu sur votre blog afin de répondre aux interrogations de l'utilisateur? D'un point de vue technique et expérience utilisateur, UX, c'est aussi de se dire, est-ce que votre site est adapté à la navigation sur cellulaire? Parce qu'une erreur que je vois très souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont monter des sites, ça va être super beau sur ordinateur, mais ça va être horrible sur cellulaire. Alors que la majorité des gens aujourd'hui, ils magasinent avec leur cellulaire en main. Est-ce que votre site charge rapidement ou bien il fait fuir vos clients? Si votre site prend plus que 2 secondes et demie, 3 secondes, vous perdez beaucoup d'argent. Ça, je vous le dis de suite. Et aussi, est-ce que votre site est sécurisé avec un certificat SSL et vous avez renseigné vos métadonnées? Ça, je vais en parler un peu plus tard, justement, au long de la présentation. On parle aussi de la réputation et locale. Est-ce que votre fiche Google Business Profile, ce qu'on appelait avant Google My Business, est bien renseignée? Donc, la fiche Google Business Profile, là, c'est, vous voyez sur l'image qu'il y a à droite, ça ressemble un peu à ça. Est-ce que vous créez des liens de qualité provenant de sites de référence? Mettons, si vous obtenez des mentions dans des journaux ou bien si on vous mentionne dans d'autres sites web. Et est-ce que vous cumulez aussi plusieurs avis sur la fiche Google de votre entreprise et vos réseaux sociaux? Ça aussi, ça joue et ça améliore votre référencement naturel. Des facteurs, bon, il y en a encore beaucoup plus, mais l'idée, c'est que je ne vais pas vous lire une liste de 200 facteurs de Google. Donc, pour regarder l'atelier simple, concret, on va vraiment se limiter sur ces 3 aspects tout au long de ce workshop. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'apparaître sur la 10e page, vous puissiez être sur la première page. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça prend du temps, surtout que le SEO, on parle d'organique, c'est du marketing organique, donc c'est pas la publicité, par exemple, vous investissez puis rapidement vous voyez les résultats. Quand on parle de tout ce qui est le organique, au contraire, ça prend souvent plusieurs semaines, voire des mois pour vraiment voir le résultat. Mais malgré ça, ça reste quand même très payant à long terme. Ça vous permet d'augmenter votre visibilité en ligne, de bâtir votre crédibilité dans l'industrie, et ainsi qu'assurer une rentabilité à long terme. C'est sûr que si vous apparaissez sur la première page de Google, mais les gens vont dire, OK, généralement, quand on a une question, les gens se tournent vers Google. Donc, les gens vont dire, OK, cette marque, elle est crédible si elle apparaît en première position. Et aussi, quand vient le temps d'acheter, les gens, ils aiment chercher en ligne. D'ailleurs, le SEO, ça permet de réduire le coût d'acquisition de vos clients de 87% par rapport à la publicité payante. Donc, si par exemple, vous dépensiez 100 $ par jour et que chaque client vous rapporte, que chaque client, ça vous coûte 10 $, avec le SEO, au contraire, là, vous réduisez significativement le coût. Également aussi, 68% des expériences de magasinage en ligne commencent avec un moteur de recherche. Sans compter que 91% des gens ne vont jamais se rendre sur la 2e page de Google. Le point aussi assez important, c'est que le prix de la publicité, il continue d'augmenter. Donc, c'est la même chose quand vous allez faire votre épicerie. Là, vous voyez que le prix des raisins, il continue d'augmenter chaque semaine, mais c'est la même chose aussi avec la publicité. Donc, on regarde justement entre 2022 et 2021, donc le coût par 1000 impressions, CPM, a augmenté de 108% sur YouTube, 108% sur Google, 89% sur Facebook, 92% sur TikTok et 64% sur Snapchat. Donc, l'idée, c'est que, c'est à moins qu'il y ait des gens ici, vous avez des gros budgets publicitaires. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de dépendre uniquement de la publicité. Et justement, quand on demande à des marketeurs, c'est quoi le canal d'acquisition qui génère le plus gros résultat, c'est souvent le marketing par courriel ainsi que le SEO qui sont en tête de liste. Donc, même si ce sont des canaux qui sont moins connus des marketeurs, parce que souvent on parle de créer du contenu, faire des TikTok, mais ce qui rapporte des sous, c'est vraiment le fait de bien se cacher sur le moteur de recherche ainsi que d'envoyer des courriels. Et en vérité aussi, c'est que le SEO, c'est partout. Par exemple, sur vos réseaux sociaux, si on parle de la génération Z, presque 40% de la Gen Z utilise TikTok, Instagram comme moteur de recherche au lieu de Google. Et même quand vous faites des recherches sur Pinterest, c'est la même chose aussi.
Parce que Pinterest n'est pas seulement un lieu pour prendre l'inspiration, mais de nombreuses personnes l'utilisent pour découvrir des marques avant d'aller sur Google. Sur les marketplaces, quand vous faites des achats sur Amazon, c'est la même chose. Vous cherchez, admettons, je fais une calculatrice, mais la façon dont les résultats sont présentés dépendent en partie de ce qu'on appelle du SEO. Ça reprend les principes comme tel. Donc là, ça veut dire qu'est-ce que je devrais travailler sur mes réseaux sociaux ou bien le SEO en premier? C'est sûr que tout ce qui est réseaux sociaux et marketplace, ces réseaux ne vous appartiennent pas. Vous pouvez perdre à tout moment votre page Instagram. Et vous êtes toujours à la merci aussi de changements d'algorithme. Versus Google, vous avez un site qui vous appartient et non aux géants de la tech. Et surtout, ça vous permet à long terme de vous affranchir de votre dépendance aux autres plateformes. L'idée est que quand votre site est bien référencé, si, admettons, vous voulez réduire votre budget publicitaire, vous pouvez le faire sans non plus vous dire, OK, je ne vais plus avoir de vente du tout. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir comment faire grandir vos actifs numériques, donc surtout votre site web. Avant de commencer, ça reste qu'il y a quand même 3 outils importants à installer pour analyser vos données. Donc, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la Google Search Console. Donc, la Google Search Console, en fait, c'est un outil qui vous permet justement de voir tous les résultats, donc tous les termes de recherche que les utilisateurs cherchent sur Google. Vous avez également Google Analytics. Donc, Google Analytics, qui est un outil qui permet de voir justement quel est le comportement des utilisateurs qui sont sur votre site. Et j'ai mis ici Yoast SEO, mais ça s'applique vraiment pour ceux qui ont des sites WordPress. Mais l'idée, c'est que vous pouvez avoir un logiciel qui vous permet d'améliorer le SEO de votre site. Si vous êtes sur Shopify, nativement, Shopify a déjà des intégrations qui vous permettent d'améliorer votre référencement naturel. Donc, tout commence d'abord avec une recherche de mots-clés. D'abord, avant même de parler de la recherche, qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est un terme utilisé par les utilisateurs pour trouver de l'information en ligne. Il aide aussi les moteurs de recherche à comprendre le sujet d'une page. Et quand vous intégrez justement ces mots-clés, vous maximisez vos chances d'apparaître sur les bonnes requêtes. Donc, en SEO, il y a 2 types de mots-clés à retenir. Le premier étant ce qu'on appelle du fathead. Donc, c'est une requête qui est souvent composée d'un mot. Le volume de recherche est très élevé et l'intention de recherche est très vague. Je vais donner un exemple plus concret. Prenons le mot maquillage. Donc, maquillage, c'est un mot qui est cherché 5400 fois au Canada. J'utilise un logiciel qui s'appelle SEMrush qui me permet de voir justement ce genre de données-là. Chaque mois au Canada, il y a 5400 personnes qui vont chercher ce mot-là. On s'entend qu'il y a des gens qui peuvent chercher maquillage parce qu'ils veulent acheter du maquillage. Il y a peut-être des personnes qui veulent savoir comment se maquiller aussi. Mais l'intention n'est pas claire. Mais par contre, il y a quand même des milliers de personnes qui, chaque mois, cherchent ce mot-là. Là, on a aussi ce qu'on appelle des mots long tail. Donc ici, on parle d'une requête qui est composée de plus que 2 mots. Et le volume de recherche est généralement quand même beaucoup plus faible par rapport aux mots-clés qu'on dit fathead. Donc l'intention de recherche est davantage orientée vers l'achat ou la prise d'action. Prenons l'exemple, palette de maquillage de marque, c'est un mot qui est cherché 50 fois sur Google au Canada. Donc quelqu'un qui cherche palette de maquillage de marque, clairement, c'est une personne qui est vraiment dans une perspective d'achat, une personne qui veut acheter précisément un produit. L'idée, c'est que quand vous faites votre recherche de mots-clés, vous voulez en fait focaliser d'abord et avant tout sur les requêtes qu'on dit long terme. Donc, la recherche de mots-clés, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en fait à comprendre c'est quoi la terminologie utilisée par les clients pour trouver votre offre de produit ou service. Donc, quand vous intégrez ces mots-clés dans le contenu de votre site, vous augmentez les chances justement d'être trouvé en ligne. Pour effectuer une recherche de mots-clés, ça se fait en 3 étapes. La première, c'est de cerner les intentions de recherche, donc c'est comprendre c'est quoi les mots que les gens vont utiliser. Ensuite, c'est de lister les différentes requêtes à l'aide d'outils appropriés. C'est de trier aussi les requêtes en fonction du volume et de la compétitivité et l'intention de recherche. Donc, comment trouver les intentions de recherche? Dans un premier temps, il faut utiliser son bon sens. C'est quoi les mots que les gens utilisent pour justement trouver votre entreprise ou votre compétition? Ou sinon, vous pouvez aussi vous tourner vers la Search Console. Je vais prendre l'exemple du maquillage pour continuer sur la même voie. Donc, l'idée, c'est vraiment de miser sur les bons outils. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai listé quand même quelques outils gratuits en freemium. Donc, vous avez une utilisation qui est limitée, mais vous pouvez tout de même, si vous payez un certain montant mensuel, aller plus loin.
Donc, admettons, answer de public. Bon, ça, c'est un classique en marketing. Je vais vous le montrer ici. Donc, si, admettons, j'écris maquillage en français. Donc là, answer de public va me donner justement l'information sur toutes les requêtes que j'utilise pour tout ce qui est avec le maquillage. Donc là, ça va prendre un peu de temps pour me montrer les données, mais éventuellement, j'aurai toutes ces données-là justement sur le maquillage. Donc, j'aurai les questions et les mots qui sont utilisés régulièrement. Par exemple, ici, si je zoome un peu plus, donc on voit ici qu'il y a 54 questions. C'est quel maquillage pour les yeux marrons, quel maquillage avec une robe rouge. Donc là, on voit vraiment tous les types de maquillage, toutes les questions qui sont liées avec ça. Et même chose, si on descend un peu plus bas, ben là, on peut voir justement tous les autres termes qui sont utilisés. Donc, c'est maquillage au travail, maquillage au crayon, maquillage au henné, au Moyen-Âge, sans cils, sans eyeliner, des choses comme ça. Donc, si, admettons, moi, je devais travailler avec une marque de cosmétiques, ben, la première chose, c'est que je pourrais déjà avoir une compréhension sommaire, justement, des expressions qui sont utilisées. Vous avez aussi Google Trends. Donc, ça aussi, c'est gratuit. Donc, encore là, on va utiliser encore le mot maquillage, juste pour garder ça simple. Et donc là, ce que j'ai ici, c'est que je peux voir, par exemple, que maquillage, ici, ça va vous montrer justement les tendances à travers le temps. Donc, si, admettons, vous voulez savoir quand il y a des saisonnalités dans votre industrie, là, moi, ce que j'irais faire, c'est dire, OK, admettons, dans les 5 dernières années, je vais regarder, OK, c'est quand il y a un certain pic. Donc là, on le voit clairement. Il semble que octobre, novembre, il y a des pics, ce qui correspond pas mal, ouais, pas mal au Black Friday, même pas, c'est pas vrai. Plus Halloween, je me trompe. Très souvent, c'est plus dernière semaine d'octobre, donc souvent, c'est là que les gens vont acheter plus de maquillage parce que bon, il y a aussi l'Halloween. Également, ce que je vous invite à faire, c'est regarder quels sont les sujets et les autres requêtes qui sont pertinents. Il y en a qui sont pertinents, il y en a qui ne sont pas. Par exemple, Cardi B sans maquillage, c'est pas quelque chose qui va être pertinent. Si moi j'ai une marque de cosmétiques, c'est pas intéressant pour moi. C'est maquillage chevreuil, trousse à maquillage, peut-être serait beaucoup plus pertinent si je vends justement du cosmétique. Vous avez aussi le Keyword Tool. Le Keyword Tool, ça va avec ce qu'on appelle Google Ads. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas accessible à tous parce que c'est gratuit, mais il vous faut au préalable un compte Google Ads. Donc, vous devez avoir un compte publicitaire avec Google, mais ça reste aussi une bonne façon de comprendre justement qu'est-ce que vos utilisateurs cherchent. Donc, je vais vous montrer ça un instant. Donc, pour vous rendre ici, ce que vous devez faire, vous allez sur ads.google.com, vous allez sur outils paramètres, et là, vous allez dans planificateur outils de planification de mots-clés. Et donc là, ici, vous pouvez trouver justement des mots-clés qui sont liés avec votre industrie. Donc, ça, mettons, je vais prendre encore l'exemple de maquillage pour rester toujours dans la même thématique. Et là, je demande d'avoir des résultats. Donc là, qu'est-ce que Google va faire? C'est qu'il va me donner justement c'est quoi les expressions les plus utilisées. Et environ, je peux avoir le nombre mensuel le nombre de requêtes mensuelles. Donc, combien de fois, justement, les gens vont chercher ce terme-là. Donc, par exemple, palette maquillage, il y a entre 100, donc, dans un mois, entre 100 à 1000 requêtes qui sont faites sur ce mot-là. Bien sûr, quand vous êtes sur un compte Google Ads, plus vous dépensez, plus le chiffre qui va apparaître dans le nombre moyenne de recherche mensuelle va être précis. Vu que je ne dépense pas beaucoup sur ce compte-là, ben là, les données que j'ai ne sont pas super précises. Vous avez Keyword Surfer, qui est un plugin aussi de Google Chrome, et vous avez finalement SEMrush. Bon, SEMrush, moi, c'est l'outil que j'utilise par défaut. Je dirais que c'est le meilleur outil, mais qui reste quand même assez cher. Moi, je vous ai créé un lien affilié, donc vous utilisez ce lien-là ici, bit.ly /SEMrush origin avec un 0.
et directement, vous avez accès à un essai de 14 jours gratuit. Pour vous donner un exemple de à quoi ressemble l'interface de SEMrush, ça ressemble un peu à ceci. Donc là, ce que je vais faire, dans la barre de recherche, je vais écrire maquillage. Et là, vous avez vraiment toutes les informations ultra précises, savoir justement c'est quoi les mots, combien de fois ce mot-là est cherché, et vous avez même toutes les questions. Donc, c'est sûr que ça revient quand même 125 US par mois, ce qui est quand même cher, mais ce que je vous recommande plutôt, c'est prenez l'essai gratuit de 14 jours, faites votre recherche de mots-clés, puis là, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est directement ajouter les mots qui sont vraiment pertinents. Vous pouvez créer une liste, justement, de mots-clés. Donc, admettons, je vais dire maquillage, comme tel. Et là, tout ce que vous aurez à faire, c'est vraiment d'ajouter directement les mots qui sont associés avec votre industrie. Donc, je dirais que c'est une recherche de mots-clés, c'est quand même un processus qui est assez fastidieux. C'est le processus le plus long. C'est pas amusant, mais ouais, ça prend un peu de temps. Donc, comment aussi trouver les intentions de recherche? Il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc, à l'aide de ChatGPT, vous pouvez aussi demander quelques requêtes. Donc là, vous pouvez prendre ces requêtes-là et justement avoir quelques idées de mots-clés. Par contre, moi, je vais quand même ajouter une petite note sur ça. C'est ChatGPT, en ce moment, n'a pas accès aux bases à Internet en temps réel. En ce moment, ChatGPT est en train de développer justement un nouveau modèle avec ChatGPT 4. Donc, c'est sûr que pour ceux qui ont un compte gratuit, vous ne pourrez pas entièrement faire ça, mais tout de même, ça reste assez intéressant. Donc, je vais faire une démonstration devant vous pour garder ça plus concret. Ce que je pourrais dire, c'est par exemple, peux-tu faire une liste de 50 mots-clés dans l'industrie du maquillage. Donc là, à partir de là, bon, ils font une liste de mots-clés. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus précis vu que ChatGPT n'a pas accès directement aux données en temps réel de ce qui se passe sur Internet. Donc, ça donne quand même des termes assez sommaires, ça donne une bonne idée, mais je vous invite quand même à utiliser des bons outils SEO pour vraiment vous baquer puis vraiment mieux comprendre c'est quoi les intentions de recherche. Par la suite, une fois que vous avez fait votre liste, ce que vous voulez faire, c'est de trier les requêtes en fonction de l'intention de recherche. C'est vraiment la partie la plus ennuyante parce que c'est sûr qu'avoir la liste de mots-clés, c'est une chose, mais trier le tout pour comprendre, OK, où est-ce que vous voulez mettre vos effets en premier, c'est ce qui est le plus important. Mais encore là, l'intelligence artificielle peut vous aider. Donc là, ici, j'ai écrit une requête et à partir de la liste donnée précédemment, peux-tu classer par intention de recherche dans un tableau? Donc la première colonne doit présenter l'intention de recherche, la seconde sert à mettre les mots-clés associés à l'intention. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ceci. Et là, à partir de la liste de 50 mots-clés qu'on m'a donné, je vais dire à ChatGPT, est-ce que tu peux faire le travail? Donc, c'est admettons, je vais dire à partir des 50 mots-clés donnés précédemment, peux-tu classer par intention de recherche dans un tableau? Donc là, ChatGPT va faire le travail pour justement classer le tout dans un tableau. Comme ça, moi, je peux déjà avoir une compréhension sommaire. C'est sûr qu'on ne se le cache pas, ce n'est pas parfait, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus vite, gagner du temps. Donc moi, je vous invite tout le temps aussi à être critique face à l'intelligence artificielle. C'est sûr que ChatGPT n'a pas non plus la réponse absolue à tout, mais ça reste que c'est une bonne façon justement d'aller de l'avant. Donc le prompt que je vous ai présenté, c'est justement une façon d'aller plus vite. Donc si, admettons, vous utilisez SEMrush, vous créez une liste de mots-clés, vous pourriez prendre toute la liste de mots-clés, le mettre dans ChatGPT, puis ensuite lui demander de trier le tout. C'est normalement, si vous faites ça avec un freelance ou un spécialiste marketing, ça va coûter cher. L'idée, c'est que vous puissiez le faire à la maison, vous le faire par vous-même et économiser des coûts. Et habituellement, une recherche de mots-clés, quand c'est bien fait, ça peut ressembler un peu à ceci. Là, c'est sûr que moi, je l'ai fait avec SEMrush, donc il y a beaucoup plus d'informations, mais vous, de votre côté, on va juste retrouver, par exemple, le mot-clé, le volume mensuel de requêtes mensuel, si vous utilisez un outil qui vous donne cette information-là, ainsi que c'est quoi l'intention de recherche.
Donc, pour choisir justement les bons mots-clés pour votre stratégie SEO, donc il faut comprendre c'est quoi l'intention de recherche, la spécificité, est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment il veut acheter ou pas du tout, il veut juste s'informer, le nombre de requêtes mensuelles. Parce que si, admettons, j'ai un exemple, vous vendez du maquillage et que vous voulez vous classer sur un mot-clé qui est cherché seulement 10 fois par mois, c'est c'est bien beau se classer sur ce mot-là, mais ça ne veut pas dire que ça va être payant pour vous. L'idée, c'est qu'il y ait quand même au moins quelques centaines de requêtes sur ce mot-clé, mais que ce ne soit pas trop compétitif. Un autre point aussi assez important, c'est l'optimisation de votre fiche Google Business Profile. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est quand même quelque chose qui reste simple. Ça va peut-être vous prendre un 4-5 heures de temps à faire, mais une fois que c'est fait, ben là, vous n'avez plus à y toucher. Et sachant que beaucoup de gens vont faire des recherches locales chez les entreprises locales, ben, ça reste une très bonne façon, justement, d'aller chercher des clics rapidement. Donc, qu'est-ce que Google Business Profile? C'est un outil gratuit pour les entreprises qui est proposé par Google. Ça permet justement d'afficher des informations sur votre organisation et ça facilite surtout la découvrabilité de vos produits ou services en ligne. Donc, un exemple de fiche Google Business Profile, mettons, si j'écris marque cosmétique Montréal, ben là, ici, on voit qu'il y a 3 marques qui apparaissent. Donc, ça, ce sont des fiches Google Business Profile. Et admettons, si je cliquais sur l'une d'entre elles, ben là, ça peut ressembler à ceci. Donc, pourquoi le référencement local est si important? Ben, gardez en tête que près de 46 des requêtes sur Google sont pour des recherches locales. En plus que 58 des compagnies n'optimisent pas leur marketing. Donc, pour vous, avec ce que vous allez apprendre d'aujourd'hui, mais ça vous donne quand même une longueur d'avance sur justement la compétition. Sachant que les gens ne le font pas. Même les grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent ne le font pas. Donc, par où commencer? Euh, si ce n'est déjà fait, ben, vous pouvez justement créer un compte afin de lister votre entreprise. Et si vous avez déjà une fiche Google Business Profile, ben, il faudra aussi la réclamer. J'ai aussi une question dans le chat, puis je vais y répondre en même temps parce qu'elle est très pertinente. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut revoir les mots-clés tous les ans? Je te dirais, ça dépend. La vraie question, la réponse, c'est ça dépend, dans un sens où c'est sûr que s'il y a beaucoup de changements dans ton industrie, ça peut valoir la peine de revoir effectivement certains mots-clés, mais généralement, c'est mettons que ton produit va toujours rester le même, je te dirais, tu n'as pas besoin de refaire cette recherche-là de mots-clés tous les ans. Ce qui risque d'être modifié, c'est peut-être ta stratégie SEO. Par contre, comme tel, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommande de refaire tous les ans, vu que c'est quand même très long et fastidieux. Par contre, un point qui serait assez important quand vous faites un changement de mots-clés, et là, ce n'est pas tous les outils SEO qui vous donnent cette donnée-là, c'est voir la saisonnalité. Par exemple, SEMrush vous dit exactement dans les derniers mois à quoi ressemble la saisonnalité ou bien Google Trends. Donc ça, c'est aussi important de le considérer. Donc, les points importants à optimiser de votre fiche Google My Business, pour revenir sur ça, c'est déjà d'avoir une catégorie primaire et secondaire. Donc, quand vous allez sur vos fiches Google, vous remarquez que on voit le nom de l'entreprise et ici, il y a Beauty Supply Store in Montreal, Québec. Donc, ici, ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie primaire. Donc, c'est vraiment important que cette catégorie-là soit associée avec votre entreprise. La catégorie secondaire, ben là, vous pouvez ajouter justement tous les produits qui sont connexes avec votre entreprise. Ensuite, c'est important d'insérer votre adresse. Si jamais vous ne voulez pas la mettre, vous pouvez aussi cacher votre adresse physique, mais par contre, c'est sûr que vous avez beaucoup moins de chances d'apparaître sur Google. C'est aussi important d'établir un périmètre de service. Est-ce que vous faites affaire au Canada, au Québec, Montréal? Donc, plus vous êtes précis, mieux c'est pour vous. Mettez aussi votre horaire, numéro de téléphone, ainsi qu'un lien vers votre site web. Ensuite, ce qu'on veut, c'est renseigner votre description. Parce que ce que je remarque, en fait, c'est que la plupart des entreprises ne le font pas, et pourtant, c'est quelque chose qui ne prend pas trop de temps, mais qui vous permet de vous classer rapidement. Et ça, le moment parfait pour intégrer justement des mots-clés qui proviennent de la recherche de mots-clés. Dans votre description, vous devez parler c'est quoi le problème de votre client, expliquer quel produit ou service vous proposez, comment votre offre peut aider la personne à résoudre le problème et un appel à l'action. Et encore là, ChatGPT peut vous aider. Donc, ici, j'ai écrit un prompt que vous pourriez réutiliser de votre côté. Donc, ce que je dis à ChatGPT, c'est rédige une description Google Business Profile pour l'entreprise. Là, vous mettez votre nom d'entreprise ici, spécialisée dans l'industrie. La description doit faire plus que 600 caractères, mais ne doit pas dépasser 750 caractères. Mais de l'avant, on met la proposition de valeur.
utilise la voix active, intègre le mot-clé, vous utilisez le mot-clé principal, et après, veille à ce que les phrases ne dépassent pas plus que 20 mots. Parce que souvent, je trouve l'intelligence artificielle, quand elle rédige un peu comme une personne à l'université. Tu sais, c'est des phrases qui sont très longues, qui ne sont pas toujours intéressantes à lire. Donc là, ce que je vais faire une démonstration devant vous. On va rester toujours dans la thématique du maquillage aujourd'hui. Donc là, ce que je vais dire, c'est rédige une description Google Business Profile pour l'entreprise. On va prendre V Cosmétique. V Cosmétique, qui est spécialisé dans l'industrie du maquillage. Donc ici, je dis la description doit faire plus que 600 caractères, mais ne doit pas dépasser 750 caractères. Mets de l'avant la proposition. Donc là, la proposition de valeur, c'est que le fait que les produits sont accessibles à toutes les femmes, peu importe leur couleur de peau. Utilise la voix active et intègre le mot, c'est-à-dire maquillage. On va dire plutôt produit. Donc là, je vais laisser ChatGPT faire le travail. Là, il semble avoir un petit bug avec ChatGPT. Normalement, il est supposé de sortir ça super rapidement. Là, pour une raison qui, je ne saurais le dire. Ouais, je vais juste remettre la requête. Ah, ok, non, il a commencé à faire pareil. Une chose aussi à réaliser, ça se peut que ChatGPT, par moment, il va sortir une description qui est beaucoup trop longue. Là, en ce moment, c'est pour ça que là, je viens d'arrêter la réponse. Quand il a commencé à rédiger, ce que je vois, c'est que là, c'est beaucoup trop long. Il allait dépasser justement la condition numéro 1. Donc là, je vais juste le refaire. On va le laisser travailler une seconde fois pour voir comme tel. Puis si jamais, vous voyez que ChatGPT, là, en ce moment, il dépasse largement, ce que je peux le dire, c'est, regarde, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu n'as pas respecté ma limite de 750 caractères. Peux-tu réécrire la description en ne dépassant pas 750 caractères? Donc là, ici, plutôt, il a dépassé. Là, ici, au contraire, on va voir ce qu'il a respecté. On arrive à 755 caractères. Donc, c'est sûr que moi, je vous invite toujours à réviser, réécrire. Il y a comme certains termes que moi, je trouve bienvenus chez V Cosmetics. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de présenter. Parfois, je peux couper certains termes comme tels, mais déjà là, ChatGPT vous fait quand même un travail qui est assez propre et assez rapide. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous, de votre côté, c'est vraiment de prendre ce prompt, l'intégrer dans ChatGPT, et là, vous aurez déjà justement moyen d'aller sortir une description qui est rapide. Donc, moi, vous voyez ici l'exemple que j'ai montré plus tôt. J'ai fait la même chose. J'ai dit, et là, ChatGPT m'a sorti ça. Découvrez V Cosmétiques, votre destination beauté incontournable. Dirigée par l'entrepreneur à succès Vicky Joseph, notre entreprise offre une vaste gamme de produits cosmétiques pour femmes. Nous nous distinguons en étant résolument dédiés à la diversité, en proposant des produits adaptés à tous les types de peau et de teint. Chez V Cosmétiques, nous croyons à l'importance d'une beauté inclusive et accessible à tous. Avec notre approche innovante et nos ingrédients de qualité supérieure, nous sommes là pour sublimer votre beauté naturelle. Découvrez nos produits et laissez-nous vous guider vers une expérience cosmétique unique. Joignez-vous à notre communauté passionnée et rejoignez la révolution beauté chez V Cosmétiques. Ce n'est pas parfait, mais on s'entend que ça, j'ai rien touché. Ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a fait ça à 100%. Un autre conseil important, c'est d'ajouter vos produits sur votre fiche Google Business Profile. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez justement ajouter vos produits ou bien vos services. Maintenant, passons à l'optimisation de votre site. Parce que l'erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est d'avoir une page d'accueil qui n'explique pas clairement comment vous pouvez aider votre client. Donc oui, c'est sûr qu'il faut penser au SEO, mais la majorité des gens que je rencontre, c'est que quand je vais sur leur page d'accueil, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils offrent. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Dans le premier temps, il y a un titre. Donc, votre titre doit expliquer clairement qu'est-ce que vous faites
et inclure un mot-clé principal. Après, vous avez un sous-titre, donc ajouter du contexte au titre. C'était donc un bouton d'appel à l'action. Important aussi d'expliquer comment fonctionne le produit ou les services, mettre de l'avant justement le fait comment vous allez aider la personne à régler son problème principal. Vous pouvez ajouter des témoignages si vous en avez, et aussi mettre de l'avant qui est derrière l'entreprise. Parce que les gens, justement, ils aiment savoir c'est qui est derrière. Ça, c'est important aussi. Un autre point aussi important, c'est de ne pas négliger la page à propos. Parce que bien souvent, c'est la deuxième page la plus vue d'un site web. Donc, ce que vous devez faire, c'est expliquer vos motivations, ce que vous faites et surtout comment vous contribuez à rendre le monde meilleur. Et je pense que c'est l'opportunité d'humaniser votre marque et aussi d'insérer de temps en temps le mot-clé important. Donc déjà, si vous prenez le temps justement de mettre du texte, expliquer c'est quoi les processus que vous faites, comment votre produit est conçu, non seulement vous allez aider votre client, mais aussi ça va aider Google à le comprendre. Parce que votre site, il doit être pensé d'abord pour l'humain, pas pour la machine. Donc, comme mentionné, c'est important qu'on retrouve justement le mot-clé principal. Donc, admettons, ça pourrait être, si je prends maquillage, si j'étais avec une boutique de maquillage. Mais gardez en tête que les gens qui vont sortir la carte de crédit, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Donc, aussi, une chose assez importante, donc là, je vais parler de tout ce qu'on appelle les métadonnées, c'est que chaque page de votre site doit avoir un titre. Donc, les métadonnées en SEO, donc là, c'est un petit peu plus technique, mais je vais quand même m'assurer de vulgariser ça le plus possible. Donc, les métadonnées, en fait, c'est des informations qu'on trouve sur une page d'un site web. Donc, ça aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu de la page. Et donc, les métadonnées, ça inclut le titre de la page et sa description. Donc là, je vais donner un exemple plus concret. Je prends l'exemple de V-Cosmétique ici. Ce qu'on voit ici en haut, c'est la métatitre. En bas, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Donc, l'idée, c'est que vous, de votre côté, vous voulez vraiment optimiser votre métatitre pour le SEO. Donc, sur Google, justement, le titre il apparaît en bleu. Et quand vous, justement, bien optimisé, quand vous intégrez des mots-clés qui sont associés, justement, au, à votre sujet principal, ben là, vous avez plus de chances d'apparaître sur la première page sur la requête donnée, mais aussi ça va aider l'utilisateur à comprendre, OK, mais de quoi ça parle? Donc, pour optimiser, comme je disais, c'est intégrer le mot-clé principal. Limitez-vous à 60 à 70 caractères maximum. Et aussi, utilisez une phrase engageante afin d'attirer les clics. Vous ne voulez pas non plus être clickbait. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple plutôt de la page V-Cosmétique. Donc, V-Cosmétique Complete Kit. Mais là, plutôt, là, je l'ai mis en français, là, juste quand même le mentionner. Mettons, kit complet de maquillage, virgule, mascara, palette et lip gloss. Parce que sur cette page produit, justement, il y a mascara, palette et lip gloss. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté ces mots-là. Mais l'idée, c'est que vous ne voulez pas non plus remplir la métatitre de mots-clés. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse comprendre de quoi ça parle, mais vous ne voulez pas non plus vous voulez pas mettre tous les mots qui sont liés au maquillage dans une métatitre. Il faut quand même s'assurer de respecter justement ces limites de 60 à 70 caractères. Parce que l'erreur que la plupart des gens font avec leur boutique en ligne, leur site de service, c'est qu'il n'y a aucun moyen, on ne comprend pas de quoi parle la page. Ils ne prennent pas le temps justement de renseigner, d'aller jusqu'aux 60 à 70 caractères. La métadescription, de son côté, ben, c'est une phrase qui se présente juste en dessous de la métatitre, celle qu'on voit en dessous ici. Donc, son objectif, c'est vraiment d'inspirer la confiance et surtout inciter la personne à cliquer sur votre site. L'erreur que les gens font, justement, c'est qu'ils oublient de la renseigner quand ils montent leur site web. Donc, une bonne métadescription ne doit pas dépasser 160 caractères. Vous devez utiliser un appel à l'action, prioriser la voix active et surtout intégrer le mot-clé. Donc, la métadescription, ce n'est pas un facteur direct pour se classer sur Google, mais par contre, ça aide définitivement pour que les gens cliquent sur votre site. Donc là, ici, ce que j'ai fait avec le site de V-Cosmétique, c'est un exemple. V-Cosmétique n'est pas une cliente à moi, mais c'est juste pour le mettre en contexte. Si on revient plus tôt, là, juste pour qu'on voit la différence, avant, c'était juste sauver de l'argent sur le kit complet de V-Cosmétique. L'idée maintenant, c'est de se dire, OK, on va rendre ça plus intéressant. Et c'est plutôt simplifier votre routine de maquillage et mettez-vous en valeur grâce à notre kit complet de maquillage. Mettez-vous en valeur grâce à notre kit complet disponible pour 99 $. Profitez de la livraison gratuite à partir de 100 $. Donc ici,
Là, je fais environ 160 caractères comme tel, mais en plus, j'utilise la voix active, il y a un appel à l'action. Donc, l'idée, c'est que les gens vont comprendre ok, pourquoi je devrais cliquer sur cette page-là. On arrive maintenant à la dernière partie du cours, c'est la rédaction de blog. Donc là, rappelez-vous, là, pour faire une petite rétrospective, on a vu justement ce que c'est un mot-clé, on a vu comment faire votre recherche de mots-clés avec ChatGPT, on a vu comment justement créer sa page d'accueil, ça c'est une page assez importante, et votre page à propos. C'est sûr que sur votre site, il y a d'autres pages aussi à renseigner. Admettons, si vous avez un e-commerce, vos pages de description de produits aussi vont être super importantes. Mais il y a une stratégie aussi qui est très utilisée, qui est le blog. Et contrairement à ce que les gens pensent, bloguer n'est pas mort. Parce que justement, là, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les données se font rares. Avant, justement, c'était facile de récolter les données de tout le monde. Avec le pixel Facebook, n'importe qui voulait justement targeter les gens, et on va aller capter les informations, envoyer de la publicité ciblée de façon très ciblée. Aujourd'hui, ben là, il y a quand même des nouvelles lois qui sont arrivées avec le RGPD en Europe. Là, il y a la 25 qui commence aussi à faire sa place. Sans compter que là, il y a aussi ce qu'on appelle l'apocalypse des cookies. Donc, apocalypse des cookies, pour mieux le définir, c'est le fait que tous les cookies tiers, quand on parle de cookies tiers, ce sont les trackers qui permettent justement d'aller envoyer de la publicité ciblée, vont être bien moins efficaces. Donc là, ils vont être bloqués sur, par exemple, Google Chrome en 2024. Ils sont déjà bloqués sur d'autres navigateurs comme Safari et Firefox. Donc pour vous, c'est important justement de pouvoir récolter vous-même vos propres données. Vous ne voulez pas toujours dépendre de Facebook, Instagram, Pinterest pour justement toucher les bonnes personnes. Alors, quand vous bloguez, justement, vous pouvez attirer des personnes qualifiées sur votre site sans devoir payer au clic. Notre point aussi, c'est de collecter des courriels afin de ne pas dépendre des plateformes publicitaires et c'est de bâtir aussi des audiences de remarketing afin d'envoyer des annonces ultra ciblées. Un point aussi important, c'est que quand vous bloguez énormément, vous pouvez aussi obtenir des mentions dans les journaux. Donc, je vais un exemple. Moi, par exemple, j'ai reçu plusieurs mentions dans la presse parce que, bon, dans ce temps, je travaillais pour Le Balconnier. Ce que j'ai fait, j'avais mis en place une stratégie SEO très agressive. Bon, j'avais sorti quand même 50 articles pour la marque. Et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que chaque fois, donc à chaque printemps, il y avait une journaliste de la presse qui, elle, s'est fait ses recherches justement pour donner des conseils sur comment aménager son balcon. Ben, elle tombait tout le temps sur les articles du balconnier. Donc, quand elle voulait appeler, ben, c'était moi qu'elle contactait directement. Et donc, être mentionné dans les journaux, ça vous aide à établir votre crédibilité de votre marque. Et donc, non, le blog n'est pas mort, ça reste un outil qui est puissant pour se classer. Mais avant de lever la plume, le plus important, c'est de demander à qui vous écrivez. Encore là, vous avez sûrement déjà entendu parler du persona, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est important de comprendre, OK, mais c'est qui votre client idéal? C'est quoi les besoins qu'il a? C'est quoi les désirs, les comportements et les préoccupations de leur public cible? Avant de lever la plume aussi, je vous recommande de dessiner le parcours d'achat du client idéal, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après l'achat? Donc, c'est pour ça que c'est important, vous, de votre côté, de comprendre, mais justement, c'est quoi les questions que qu'un client peut se poser avant d'acheter? Donc, c'est là justement l'importance d'avoir fait une recherche de mots-clés au préalable. Maintenant, une question, c'est de se dire, mais comment on définit les piliers de contenu? Donc, un pilier de contenu, pour le définir, c'est un groupe de sujets qui ont un lien commun et qui sont liés avec vos objectifs d'affaires et qui attirent votre public cible. Donc, pour une stratégie de contenu, habituellement, on va trouver 3 à 5 piliers de contenu. Donc, l'idée, c'est que pour chacun des piliers de contenu, donc si, admettons, on reprend encore la marque de maquillage, ben, ça se peut que vous dites, OK, ben, vous allez aider les personnes justement à savoir comment choisir le bon maquillage, comment entretenir justement sa peau avec le maquillage, comment justement se maquiller en fonction des différents événements. Donc ça pourrait être des piliers, par exemple, de contenu. En SEO, en fait, on appelle ça plutôt des topic clusters. Donc, topic cluster, c'est un groupe de contenu qui tourne autour d'une thématique centrale. Donc, utilise une page d'ancrage pour créer des liens vers et depuis ce thème. Donc, en gros, c'est un groupe de thèmes qui se concentre sur un seul sujet et offre plusieurs possibilités de liens internes pour que les lecteurs restent sur votre site. Par exemple, vous avez un contenu qu'on dit pilier, donc c'est un bloc qui est beaucoup plus long, très qualitatif. Et autour de ça, vous aurez plusieurs autres petits contenus pour le soutenir. Alors, on a qu'un exemple plus concret. On va prendre encore l'exemple de V Cosmétiques.
Donc, sur son site, on voit qu'il y a 4 grandes catégories de produits. Donc, à partir de là, on pourrait dire que pour chacune des catégories, on pourrait effectivement construire des topic clusters. Donc là, si vous voulez avoir un peu d'aide, vous pouvez aussi utiliser encore ChatGPT. Donc là, ce que je vais faire pour vous, je vais le montrer en temps réel. Juste revenir à l'arrière, puis on va faire la recherche. Donc là, je dis à ChatGPT, peux-tu créer un topic cluster pour les sujets suivants dans l'industrie du cosmétique? Et là, ici, je vais donner des catégories. Donc là, sur les cosmétiques, on voit qu'il y a tout ce qui est rouge à lèvres, par exemple. Il y a yeux, il y a pour les joues et il y a pour le visage. Donc là, je laisse ChatGPT faire le travail et directement, il va commencer à me bâtir justement des topic clusters. Et au contraire, vous pouvez aussi développer, donc vous pouvez dire, par exemple, je prends seulement un sujet pour le développer. Donc si, admettons, je vais refaire le test ici. Je vais dire ChatGPT, peux-tu créer un topic cluster euh, pour le sujet, suivant dans l'industrie du cosmétique? Et donc là, je vais dire le rouge à lèvres. Donc là, déjà ici, il me développe justement de quelle façon je peux aborder justement les sujets sur le rouge à lèvres. C'est sûr que, comme toujours, j'invite à rester critique face à l'intelligence artificielle, mais ça reste que ça vous donne une bonne idée de vers quelle direction aller. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir fait au préalable sa recherche de mots-clés. Si vous ne la faites pas, ce qui va arriver, c'est que vous allez prendre tout ce que l'IA vous dit pour du cash, et là, vous risquez au contraire de faire quelques erreurs. Donc là, mettons, moi, quand j'avais fait, donc là, plus tard, bon, je m'étais pratiqué avec l'IA et tout, mais là, moi, comment je ferais, mettons, pour les cosmétiques? Je dirais, OK, voici un guide complet pour choisir le rouge à lèvres parfait, 1500 à 2000 mots. Donc là, ce serait le texte pilier. Ensuite, comment choisir le rouge à lèvres parfait pour votre teinte de peau. Après, je ferai un autre article sur mat, satiné ou brillant, comment choisir la finition idéale de votre rouge à lèvres. Comment porter les rouges à lèvres aux couleurs vives avec confiance et finalement, comment choisir son rouge à lèvres selon la saison. Donc ça, c'est en fonction des questions que j'ai vues lorsqu'on parlait justement du rouge à lèvres. Donc pour trouver justement le bon sujet, il faut toujours partir, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, des interrogations de vos clients. Et là, une question qu'on se pose, que j'entends souvent, c'est comment justement on peut déterminer la longueur idéale pour vos articles. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur Google et taper le sujet que vous voulez écrire. Vous tapez la question comme telle. Ensuite, regardez le nombre de mots trouvés dans les articles des 3 premiers résultats de recherche. Et là, votre but, c'est de se dire, OK, mais vous voulez faire un article qui est plus long et surtout de meilleure qualité. Bien sûr, avant d'écrire, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un plan, que vous écrivez par vous-même ou bien avec une rédactrice ou un rédacteur. Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver dans un plan de texte SEO? Il y a le mot-clé principal, les mots-clés secondaires, le nombre de mots approximatifs, c'est quoi l'objectif de l'article, quels sont les liens internes à ajouter et les sujets abordés dans l'article. Donc, encore là, je vous ai créé aussi un prompt sur mesure pour que ChatGPT puisse le faire pour vous. Donc là, l'idée, je vais le dire pour vous, le prompt, c'est: je veux que tu crées un exemple de plan SEO pour l'entreprise X qui est dans l'industrie Y. D'abord, tu dois créer un tableau avec 5 rangées et 2 colonnes. Voici les noms que les rangées de la première colonne doivent prendre. Donc là, ici, j'explique clairement qu'est-ce qui se passe dans chaque colonne du tableau. Ensuite, le sujet pour l'entreprise X sera, et là, tu insères la question. Le mot-clé principal sera, puis là, on met c'est quoi le mot-clé. Et ensuite, à partir du sujet donné, j'aimerais que tu remplisses la deuxième colonne. Et finalement, j'aimerais que tu crées un brief à partir du sujet. Donc là, je vais le faire devant vous. Donc c'est un brief qui est quand même beaucoup plus long, mais ça reste quand même une bonne façon d'avoir des plans SEO rapidement. Bon, on va prendre encore l'exemple de V-Cosmétique ici. Je veux que tu crées un plan SEO pour V-Cosmétique qui est dans l'industrie du cosmétique.
D'abord, tu dois créer un tableau avec 5 rangées et 2 colonnes. Donc là, ça, je n'ai pas à y toucher. Après, je vais dire le sujet, donc le sujet du texte pour V cosmétique sera, et là, je vais insérer la question, comment choisir son rouge à lèvres selon la saison? Et là, je vais dire le mot-clé principal sera rouge à lèvres. À partir du sujet donné, j'aimerais que tu remplisses la deuxième colonne. Et finalement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller la question à nouveau. J'aimerais que tu crées un brief à partir du sujet. Donc là, ici, je laisse ChatGPT faire le travail. Donc déjà, on va analyser ce que ChatGPT nous a donné. Par exemple, ici, comme mentionné dans la première partie, je dis, regarde, voici à quoi vont servir les premières cas. Donc, pour le mot-clé principal, le mot-clé secondaire, le nombre de mots approximatifs et tout. Donc là, il m'a fait un tableau. Mot-clé principal, c'est rouge à lèvres. Mot-clé secondaire, choix de rouge à lèvres, teinte de rouge à lèvres, maquillage des lèvres. Nombre de mots approximatifs, 1000 mots. Objectif de l'article, fournir des conseils pour choisir le rouge à lèvres en fonction de la saison. Les liens internes, là, c'est vous qui devez les mettre. Donc, en même temps, vous pouvez mettre des liens vers d'autres pages produits sur votre site. À partir de là, le brief, c'est dire comment choisir son rouge à lèvres. Le titre, par exemple, c'est choisissez votre rouge à lèvres en fonction de la saison pour un look parfait. Donc là, directement, j'ai l'introduction. Il me dit expliquer l'importance du choix de rouge à lèvres, mentionne la variété de teintes. Ensuite, là, ils me disent pour chaque saison comment je dois faire l'article. Et ils mettent des points de forme. Donc, c'est sûr que c'est, comme je vous dis, restez toujours critique face à ce que l'intelligence artificielle vous donne, mais ça reste quand même un bon point de départ. Et si, admettons, vraiment, vous n'êtes pas, je sais pas, admettons, vous ne soyez pas très bon en écriture, ben, vous pourriez, par exemple, dire, OK, mais ChatGPT, peux-tu développer la section 1? Et à partir de là, ChatGPT va commencer à écrire une partie du texte. C'est sûr que ce n'est pas parfait, puis je vous invite toujours à rester critique. C'est vraiment quelque chose de primordial. Mais avec ChatGPT 3.5, déjà, parfois, ça peut sortir des textes qui ont un certain sens. Donc déjà là, juste à partir de la section 1, j'arrive avec un texte qui est quand même 364 mots. Donc là, à partir de là, vous pourriez, par exemple, nettoyer le texte et retirer le tout. Puis là, ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est dire, regarde, est-ce que le texte qu'il m'a donné est SEO-friendly? Donc au contraire, je pourrais dire, regarde, mets-toi dans la peau d'un expert SEO. Pourrais-tu optimiser le texte suivant? Et donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir les parenthèses, je copie-colle le texte. C'est sûr qu'avec ChatGPT 3.5, vous êtes un peu plus limité par rapport à tout ce que vous pouvez mettre, mais ça reste quand même une bonne façon justement de commencer. Donc là, je vais montrer le prompt en action. Donc une fois que vous appliquez justement, là, vous pourriez avoir des choses quand même assez concrètes. Et un autre point qui est important, c'est que là, moi, j'ai tout fait sur ChatGPT 3.5, qui est la version gratuite, mais ChatGPT 4 va être plus lent, mais par contre, va vous donner de la meilleure qualité si vous pouvez donner plus de choses. Donc, si, admettons, vous avez une façon de parler que vous voulez qu'on mette de l'avant dans vos articles, ChatGPT 4 peut le faire. Donc, en rédigeant un SEO, donc, il y a quand même des règles à respecter. Parce qu'on va se le dire, personne ne veut un travail universitaire. Les règles de la rédaction académique ne s'appliquent pas sur le web. Donc, privilégiez les phrases courtes, un mot maximum. Évitez le jargon technique, misez sur la voix unique de votre marque comme facteur de différenciation. Donc ça, l'intelligence artificielle ne va pas le faire. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps aussi de nettoyer et de travailler tout ça. L'idée, c'est que optimiser son article, on veut l'optimiser pour apparaître sur des articles qui sont pertinents. Donc l'important, c'est qu'il y ait une certaine densité de mots-clés. Donc densité de mots-clés, c'est le nombre de fois que le mot-clé apparaît dans un article divisé par le nombre total de mots dans l'article. Donc, la densité, en fait, ça désigne justement le taux d'apparition d'un mot-clé. Puis son calcul permet de calibrer l'optimisation SEO. Maintenant, on ne va pas se le cacher, il n'y a pas de densité idéale. Parce qu'il y en a qui aiment bien dire qu'il faut qu'on mette 10%
densité, il y en a qui vont dire 2%. Très franchement, gardez en tête que vous écrivez pour un humain. Si je vous dirais, visez entre 1 à 2%. Puis, toujours garder en tête que ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est amusant de lire votre article? Est-ce que j'apprends quelque chose? Est-ce que vous répondez aux interrogations que les gens ils ont? Un point important aussi, c'est de ne pas oublier les images. Parce que ça reste que Google montre des images sur 19% des requêtes qui sont faites sur son moteur de recherche. Et d'ailleurs, les images optimisées vous permettent de même générer du trafic à partir de tout ça. Donc, quand optimisez vos images pour le référencement, compressez vos images afin qu'elles ne dépassent pas 100 à 150 kilobytes. Et ensuite, les outils que vous pouvez utiliser, c'est soit Lightroom, Photoshop, qui sont les outils payants, ou bien I Love IMG, qui est gratuit. C'est aussi important de prendre le temps de renommer justement vos fichiers en intégrant les mots-clés. Donc, par exemple, là, vous voyez cette image-là, mais le nom du fichier, au lieu de mettre plein de chiffres .jpeg, mettez savon-naturel-soum.jpg. Et l'important, c'est aussi de renseigner la balise ALT, donc c'est une balise alternative pour améliorer votre référencement. La balise alternative, pour vous mettre en contexte, si jamais, par exemple, j'arrive sur votre site et que j'ai une connexion Internet qui est terriblement lente, ce que Google va faire parfois, c'est afficher le texte alternatif. De cette façon-là, la personne va comprendre, OK, c'est ça qui est derrière l'image, même si elle n'a pas chargé. Il y a aussi un autre point qui est important, le balisage sémantique. Là, c'est un peu plus complexe, mais le balisage sémantique, c'est un élément de code utilisé pour donner un sens et un contexte aux informations sur le site. Donc, vous remarquerez que vous utilisez WordPress, Shopify, et il y a ce qu'on appelle par exemple des balises H1, H2, H3. Et ça ce sont justement les titres et sous-titres. Donc, le H1, c'est toujours le titre. H2, ce sont justement les sous-titres importants. Donc, dans vos articles et même sur vos pages en général, utilisez un seul H1 par page. Ajoutez au minimum 2 balises H2 dans l'article. Et l'important aussi, c'est d'intégrer le mot-clé principal dans au moins une balise H2. C'est aussi, n'oubliez pas l'URL de la page. Ça aussi, c'est une erreur que je vois beaucoup de gens vont faire, c'est que on va arriver sur votre site, et là, on va mettre votresite.com, barre oblique, et là, il y a plein de chiffres et de lettres. Parce que Google va aussi regarder ça. Donc, quelques trucs, c'est éviter d'avoir une URL qui est trop longue. Séparez les mots-clés avec des tirets. Ça, c'est super important. Et n'ajoutez pas de date dans l'URL. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est intégrer des liens internes. Donc, le lien interne, c'est que vous voulez que, entre les différentes pages de vos sites, il y ait des liens qui mènent entre elles. Donc, si, admettons, vous faites un article qui parle sur comment, justement, choisir le bon maquillage pour l'été, là, vous pourriez, par exemple, faire un lien à la fin de l'article et dire, regarde, voici aussi comment faire votre maquillage pour l'automne. Choisir le bon rouge à lèvres plutôt pour l'automne. L'idée, c'est que les gens vont pouvoir rester plus longtemps sur votre site. Quand vous avez justement du maillage interne, donc quand vous créez des liens entre les différentes pages de votre site, ça permet à vos clients de découvrir les autres pages plus facilement. Ça simplifie la navigation aussi. Et pour Google, ça permet de mieux comprendre c'est quoi la structure de votre site. C'est aussi important d'avoir des liens externes. Donc, les liens externes, c'est un peu comme à l'université quand on vous demande d'ajouter des sources, c'est la même chose aussi avec vos articles et vos textes en SEO. Donc, si j'écris un article sur comment choisir le bon rouge à lèvres selon certaines de peau, et que vous ajoutez des sources qui proviennent de Wikipédia, par exemple, contrairement à l'école où on vous dit que Wikipédia, ce n'est pas une bonne source, sur le web, c'est bon. C'est aussi important de garder vos articles à jour. Donc, contrairement à une miche de pain qui, elle, va moisir, mais vos articles, vous pouvez les rafraîchir. Donc, quand vous mettez vos textes à jour, vous pouvez même leur donner parfois une seconde vie. Donc, parfois, un article qui, justement, perdait complètement en visibilité, quand vous le mettez à jour, vous ajoutez un peu de texte, vous changez les images, là, Google va le pousser à nouveau. Donc, quelques éléments que vous pouvez améliorer, c'est les liens internes ou externes qui sont brisés, les images, le texte, comme tel. Et finalement, dernière étape, c'est d'intégrer le SEO à vos autres canaux d'acquisition. Parce qu'une bonne stratégie marketing, c'est pas juste, OK, j'écris plein d'articles, mais c'est aussi de proposer des articles sur vos autres canaux de communication. Par exemple, si vous avez une infolette, vous pouvez justement proposer aux personnes de lire les articles de blog. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Smart Marketer. Lui, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il sort un article, il nous envoie une infolette pour dire, regarde, viens lire ma dernière infolette. C'est aussi de créer des publications sur les réseaux sociaux. Donc, moi, mettons, quand je serais chez le balconnier, j'insérais justement, je poussais les articles sur la page Facebook où il y avait le plus de personnes. Vous
pouvez aussi créer des publications sur les réseaux sociaux pour en parler. Donc, vous pouvez déconstruire l'article sous forme de carrousel, inviter l'utilisateur à sauvegarder la publication et créer aussi une audience de remarketing avec les personnes qui ont sauvegardé le tout. Donc, quand je dis audience de remarketing, ce sont les personnes qui sont venues sur votre site, mais qui n'ont pas complété une action précise. Donc, par exemple, j'arrive sur un site pour acheter du maquillage. Finalement, je n'étais pas intéressé ou bien je n'avais pas le temps. Là, vous pouvez envoyer une publicité pour retoucher ces personnes-là. Et finalement, vous avez aussi YouTube. Donc, l'idée, c'est vraiment de, par exemple, vous pouvez créer une vidéo YouTube qui reprend les principaux points, intégrer la vidéo directement dans l'article de blog aussi. Donc, vu que YouTube appartient à Google, ça vous aide aussi pour votre référencement. Donc, moi, par exemple, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui parle justement du fait que j'ai rédigé un article de blog par semaine. Donc, en résumé, pour vous, c'est important de comprendre votre client idéal sur le bout des doigts, connaître son parcours d'achat, comprendre ce que les interrogations et expressions qu'il utilise, rédiger en respectant les règles SEO, mais toujours en gardant en tête que vous écrivez pour des êtres humains, partager vos articles le plus possible en utilisant vos réseaux sociaux. Donc, bien sûr, si vous avez des questions en commentaire, je vous invite aussi à rester en contact sur LinkedIn où je suis le plus actif, TikTok et Instagram. Super. Merci Thierry pour ta présentation. Il y avait une petite question un peu plus tôt dans le chat. Je vais me permettre de la relire d'un coup qu'on n'aurait pas répondu à notre inscrite. Ici, on dit comment faire si l'utilisateur ne tape pas les mots-clés qui correspondent à notre industrie. Exemple, au lieu de tunnel de vente, il tape automatisation des ventes. Devrais-je utiliser ce terme et retirer tunnel de vente de mon site? Là, c'est sûr que répondre à chaud comme ça serait un peu plus difficile vu que je n'ai pas fait une recherche de mots-clés. En Donc effet. là, juste la relire. Parce que là, admettons, il y a tunnel de vente et automatisation des ventes. Et là, je me dis, entre le tunnel et l'automatisation, ça, c'est mon impression. Après, corrige-moi si je me trompe, Ashley. Il y a quand même une certaine éducation qui doit être faite. Vu que nous, dans ce cas, je présume que tu travailles en marketing, vu que tu connais très bien tout ce qui est tunnel de vente et tout. C'est important d'éduquer les personnes justement à comprendre comment automatiser leur vente et ensuite les amener à comprendre c'est quoi c'est quoi un tunnel de vente. Donc, je ne dirais pas de retirer le terme tunnel de vente de ton site, non, mais c'est plus te dire dans ta stratégie SEO, est-ce que tu peux faire justement des textes qui vont d'abord aider les personnes à comprendre justement comment automatiser certains processus de vente en ligne, puis ensuite les éduquer vers, OK, mais la façon d'automatiser ces ventes, c'est le tunnel de vente. Mais encore là, je te dis ça sans avoir fait une recherche de mots-clés exhaustive. Encore là, de ton côté, je t'inviterai quand même à faire la recherche, puis ensuite, tu pourras mieux comprendre justement comment la personne cherche là-dessus. Super, merci pour la réponse à Ashley. Ashley, si tu voulais approfondir, n'hésite pas à utiliser le chat. Sinon, ici, je vois Charlie Delva qui lève la main. Est-ce que tu as une question? Tu peux utiliser le micro pour la Oui, je vais poser. utiliser le micro. Là. Désolée, je ne peux pas mettre ma caméra. Je ne sais pas pourquoi j'apparais pas. Il n'y Fait a que pas là, de souci. je vais comme poser la question. En fait, j'ai tellement de questions, c'est fou, parce que tu as donné tellement d'informations, Thierry. Mais moi, là où je suis, moi, je suis dans un rebranding parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe d'origine. C'est là-dedans que je travaille. Mais en attendant, moi, j'ai mon Etsy. Il faut quand même que je continue. Alors, tous les moteurs de recherche que tu nous as donnés pour les mots-clés, est-ce que je peux aussi l'utiliser pour mon Etsy? Ça, c'est un. Puis j'ai vu que tu disais que sur le site web, on n'est pas obligé de changer les mots-clés, mais c'est quoi? Les mots-clés ne se périment jamais? Je sais pas si tu comprends un peu ma question, là. Puis l'autre question aussi, c'est ChatGPT, est-ce que c'est mieux d'aller vers la version payante ou je peux quand même rester dans la version gratuite? Donc, je vais répondre en 3 points. Donc, premier point, c'était est-ce que quand tu fais ta recherche de mots-clés, parce que c'est sûr que les outils que j'ai proposés, c'était vraiment plus axé vers Google, mais est-ce que tu peux utiliser ça aussi pour Etsy? Donc, la réponse là-dessus, c'est oui, absolument. Dans le sens où ce que tu vas faire comme recherche de mots-clés pour comprendre les requêtes utilisées sur Google, tu peux jusqu'à un certain point utiliser pour Etsy. Mais c'est sûr que, je t'avoue que personnellement, je n'ai jamais travaillé sur des boutiques Etsy. Donc, OK. ça se peut qu'il y ait des outils qui soient développés spécifiquement pour Etsy qui existent. Si c'est le cas, je t'invite à aller vers ces outils-là. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux toujours aussi utiliser les outils que j'ai proposés plus tôt pour avoir une compréhension sommaire. Ça, c'est le premier point. Est-ce que je réponds bien à la première question? Oui, oui, tu as bien répondu, ça va. Je vais quand même
Etsy, oui, a ses outils, mais si j'ai ça en complémentaire ou comme un bonus, le bonifier, ça peut être bon aussi, là. Exact. Pour la deuxième partie de la question, donc là, on parlait, est-ce que les mots-clés, on dirait les mots-clés ne périment pas, dans le sens où c'est la seule façon qu'un mot-clé, on va dire, je vais mettre en mes guillemets, périme, mais dans le sens où s'il y a vraiment une baisse de popularité, si tu es dans un marché qui est en déclin. Je te donne un exemple. Si tu vendais des télévisions, les télévisions plasma, par exemple, rappelez-vous, ben là, je sais pas, bon, pour ceux qui s'en rappellent, les télévisions plasma dans les années 2000, c'était super populaire, mais aujourd'hui, ce n'est plus intéressant. Donc, les gens, en ce moment, si on fait une recherche de mots-clés, je suis sûr que le volume entre aujourd'hui et le volume il y a peut-être 5 ans, 5-10 ans, n'est plus du tout le même. Donc, ça, OK. c'est dans le sens où les mots-clés ne vont pas périmer comme tel. Ça se peut qu'effectivement, le volume, soit il devienne plus grand ou il soit plus petit en fonction, bien sûr, du marché, mais ça ne va jamais périmer. Est-ce que je réponds OK. bien à la deuxième question? Oui, oui, très bien. Et donc là, j'arrive sur la troisième et dernière question, puis ça, je pense que ça va toucher tout le monde. Est-ce que c'est mieux d'utiliser ChatGPT 3.5, donc la version gratuite, ou bien le modèle payant ChatGPT 4? Je vais répondre ainsi. Sur que ChatGPT 3.5, donc la version gratuite, l'avantage, c'est que c'est super rapide. Si vous l'avez vu, là, les informations elles sortaient super rapidement, quelques secondes. Donc, la plupart des tâches que j'ai présentées aujourd'hui, vous pouvez les faire avec la version ChatGPT 3.5, qui est disponible pour les comptes gratuits et payants. Si vous voulez payer, donc maintenant vous payez 20 $ par mois, comme moi je le fais pour ChatGPT 4, là je trouve que c'est beaucoup plus pertinent quand vous faites des travaux qui sont plus créatifs. Mettons, si je dois écrire par exemple des infolettres, j'ai un exemple, il y a une cliente pour qui j'ai créé une infolettre et je manquais d'inspiration pour écrire l'objet. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT 4 d'avoir des idées. Donc, quand vous donnez beaucoup d'informations à dire, OK, mais voici, je veux quelque chose comme humoristique, drôle, mais là, ChatGPT 4 est meilleur que sa version gratuite. Par contre, et ça, c'est l'avantage de ChatGPT quand vous le payez, c'est que vous avez accès à tout moment versus les versions gratuites où, généralement, vous devrez le faire quand il y a moins de gens. Parce que sinon, il y a des listes d'attente. Ah, Est-ce que je OK. réponds bien à la question? Oui, tu as bien répondu à la question. Puis, dernière question, pour être avec toi, parce que là, tu as l'air d'être un super gros expert, puis j'en reviens pas, là. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu offres des services ou quoi que ce soit, ou bien non? Là? C'est sûr que il y a moins. Je t'avoue que le SEO, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Donc là, c'est quelque chose que je suis en train de comme discontinuer, mais absolument, tu sais, je t'invite. Tu peux me contacter, on peut voir, mettons, comment t'aider sur certains points. Il y a des trucs aussi, on peut faire un mandat rapide. L'idée, c'est vraiment plus un accompagnement. Donc, absolument, tu sais, je t'invite à me contacter via LinkedIn pour qu'on puisse en discuter. OK, super. Ben, merci beaucoup. Plaisir. On va vous envoyer les coordonnées de Thierry dans le courriel en fin de journée avec l'enregistrement. Comme ça, vous pourrez communiquer avec lui pour vous aider. Sinon, il y a Ashley je vois qui a levé la main. Est-ce que tu as une question, Ashley? Oui, je vais prendre le micro cette fois. Donc déjà, bonjour. Je suis assez familière en effet avec tout ce qui est comme marketing, SEO parce que j'ai fait ça dans le passé, puis là, je suis dans les tunnels de vente. Dans le passé, j'ai eu un blog, fait que toutes les notions dont tu as parlé, j'ai tout compris, mais j'ai toujours eu du mal avec Google Search Console. Euh, Mhm. je comprends pas bien l'outil, même quand c'était à l'intérieur de mon Google Analytics. J'ai pas trop bien compris, est-ce que ça sert pour l'indexation des pages? Comment ça fonctionne? C'est vraiment cet élément que j'ai du mal avec par rapport au SEO. Ce que je vais faire pour toi, je vais prendre le partage d'écran et ça va être beaucoup plus concret. J'avoue que je suis passé rapidement sur cette partie-là qui est assez importante, la Search Console de Google. Donc là, est-ce que tu vois, là, on voit bien mon écran? Oui. OK. Oui, Donc, la Search Console, justement, ça vous donne des informations, et là, c'est vraiment strictement lié à votre site sur Google. Donc, on ne parle pas des gens qui proviennent, par exemple, de publicité payante, mais c'est vraiment des gens qui vous découvrent organiquement via Google. Donc, pour toi, mettons, Ashley, toi, ce qui serait super important, c'est d'aller dans l'onglet des performances. Donc, mettons, on va cliquer sur performance pour voir tout le rapport. Donc là, ici, ça, c'est un client qui s'appelle Corée Boutique. Donc, avant, ce que je faisais pour lui, c'est que j'avais commencé à écrire des articles de blog, on a arrêté, puis là, lui, il le fait de son côté avec ChatGPT, mais ce qui est pertinent à voir pour lui. Mettons que je vais voir les recherches qui sont faites sur le web dans les 12 derniers mois. Donc là, ce que je peux voir au contraire, c'est
toutes les recherches que les gens utilisent pour Google pour savoir pour découvrir ta marque. Donc, dans le cas de Corée Boutique, par exemple, on voit que les gens ils connaissent beaucoup sa marque, mais parfois, les gens vont chercher des vêtements ignifuges, meilleure botte de travail, Big Bill, vêtements de travail, des choses comme ça. Donc, moi, mettons, quand je fais une recherche de mots-clés pour un ou une cliente, habituellement, je vais d'abord voir la Search Console pour comprendre, OK, est-ce qu'il y a déjà des requêtes qui viennent très régulièrement et qui ont un lien direct avec ce que la personne vend. Donc, ça, c'est la première Ok. chose que je vois. Ah, ouais, est-ce que là, tu voulais continuer? Oui, non, j'allais dire, et pour pouvoir voir ça, est-ce qu'il faut simplement connecter le site ou il y a des manipulations à faire à l'intérieur du Google Search Console? Il y a habituellement quelques manipulations à faire. Donc là, ton site, tu utilises quel CMS? Ben là, je viens de changer, je suis sur Showit, mais avant, j'étais sur WordPress. L'autre, c'est pour Showit. Je t'avoue que je ne connais pas. WordPress, habituellement, soit tu peux utiliser Yoast SEO, il y a comme plein d'autres logiciels de SEO qui sont utilisés. Yoast, c'est comme le plus connu, le plus simple, mais ce n'est pas nécessairement le Mhm. meilleur. Où là, quand tu te rends sur Yoast, il y a une façon justement de pouvoir connecter directement ta Search Console. Donc là, elle va te demander d'ajouter soit un morceau de code ou un code dans Yoast ou ton logiciel de SEO pour justement connecter ton site avec la Search Console. Sinon, tu peux soit passer par Google Tag Manager, Analytics dans certains cas, pour faire la manipulation. Ok, super. Et l'autre point qui peut être aussi pertinent à voir de ton côté quand tu connectes ta Search Console, c'est voir justement l'évolution dans le temps. Donc, est-ce qu'il y a des clics? Est-ce que les gens vont cliquer davantage? Tu peux voir ton nombre d'impressions aussi. Donc, plus justement tu commences à bloguer régulièrement, et plus justement il y a des gens qui vont voir ton site sur les moteurs de recherche. Tu peux voir aussi ton taux de clic et tout ce qui est la position moyenne que tu as à travers le temps. Donc, c'est sûr que, comme je mentionné plus tôt, c'est le SEO. Dans le cas de ce client, par exemple, si on avait fait pendant 3 mois du SEO. Donc, après, il avait arrêté parce qu'il a dit, regarde, moi, j'ai besoin de garder mon budget comme tel, puis il a fait une partie de son côté. Donc, habituellement, c'est le SEO, on va parler généralement dans 3-4 mois avant qu'on voit des résultats. Je dis ça pour tout le monde, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps le cas. Il y en a qu'on voit des résultats beaucoup plus rapidement, il y en a que ça prend plus de temps. Est-ce que je réponds bien à la Merci. question, Ashley? Oui, super. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez, on a encore du temps, donc si vous voulez utiliser le micro, vous pouvez vous démuter, comme on dit si bien, ou sinon utiliser la section chat pour répondre pour poser vos questions. Alors sinon, c'est ce qui met fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir gardé un petit peu de temps de votre journée pour participer au Learn Up de cette semaine. Je suis désolée, je cherche mes slides. Donc oui, c'est ça. Donc merci d'avoir participé au Learn Up de cette semaine. J'espère que vous avez eu la chance de découvrir des nouvelles choses. J'espère que les informations de Thierry vous aideront dans le futur. On a parlé beaucoup de ChatGPT aujourd'hui, un petit peu aussi de Persona. Si vous vous dirigez vers notre chaîne YouTube, on a d'autres Learn-Up. Donc, tous les Learn-Up qu'on a fait jusqu'à présent se retrouvent sur notre chaîne YouTube. On a un cours où est-ce qu'on a démystifié en fait tout ce qui était GPT. On parlait en fait de comment utiliser l'outil pour créer du contenu. Donc, si vous voulez revoir en fait comment fonctionne ChatGPT, je vous invite à aller de visiter plutôt notre chaîne YouTube pour revoir la séance Learn Up sur le ChatGPT et aussi une séance sur la description, en fait, la création de personnages. Je pense que c'est Thierry qui l'avait donné l'année dernière, si je ne m'abuse. Est-ce que je me trompe? Non, Thierry? Il me semble que tu avais donné un cours sur les personnages l'année dernière. Je pense que je veux dire, dans tous les... Dans tous les... J'en parlais tout le temps. C'était tout le temps, il y a toujours le persona qui revient. Donc, d'ailleurs, justement, il y a certaines parties où je parle de si vous voulez apprendre le email marketing, utiliser votre. Bon, moi, je suis plus e-commerce, mais
pour vous, j'invite aussi à écouter les autres Tout check-ups sur la chaîne YouTube où là, justement, je donne beaucoup d'informations. Exactement. Donc, si vous visitez notre chaîne YouTube et que vous prenez un peu de temps de revoir nos learn-up du passé, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur certaines notions qui se sont parlées aujourd'hui. Donc, puis je finis le tout pour vous dire aussi que la séance, pour vous rappeler plutôt que la séance d'aujourd'hui, elle sera enregistrée. On vous envoie le tout un peu plus tard aujourd'hui, ou sinon, et elle sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez regarder le tout une deuxième fois. Sinon, notre session de printemps Learn Up continue. On a deux webinaires qui arrivent. La semaine prochaine, le 24 mai, avec Issa Sissoko, How to Make Ads on Facebook and Instagram. Ce webinaire sera en anglais. Et aussi le dernier webinaire de la session de printemps, le 31 mai prochain, introduction au UX et au UI d'un site d'e-commerce. Cette séance webinaire sera aussi en anglais et elle sera animée par Christine Jean-Charles. Désolée. Sinon, en termes d'initiatives en cours, il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous à Origine. On a annoncé la semaine dernière un partenariat avec l'Alliance de Montréal. Alliance de Montréal, qui est une équipe de basket professionnelle. Donc, l'été sera chaud chez Origine. Donc, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux Origine et aussi de suivre Montréal Alliance pour voir comment on fera vivre notre partenariat avec l'équipe de basket, mais aussi de voir comment on va donner beaucoup d'opportunités en fait aux différents entrepreneurs de notre écosystème à rayonner auprès de Montréal Alliance et peut-être aussi se faire tirer quelques billets pour aller voir l'équipe durant l'été. Donc, je vous conseille de nous suivre pour avoir la chance de participer à tout ça. Sinon, c'est comme ça que se termine notre webinaire. Je vous remercie encore une fois de nous avoir accordé un peu de temps de votre journée et j'espère vous dire à la semaine prochaine. Merci beaucoup Thierry, merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.